Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, franchement, bouge super vite. Comment on va au-delà du simple chatbot textuel, quoi. Mhm. Pour créer des interfaces de conversation qui soient vraiment riches, interactives avec les intelligences artificielles modernes. C'est exactement ça. C'est un vrai défi technique et aussi en termes d'expérience utilisateur. On parle plus juste d'afficher du texte généré. Non, c'est clair. Là, l'idée, c'est de tisser une interaction, une vraie, avec des éléments visuels, des formulaires, des boutons, et parfois même de montrer un peu comment l'agent réfléchit en arrière-plan. Et c'est là que des outils comme ChatKit, ils entrent en jeu, j'imagine. Tout à fait. D'après les infos qu'on a pu récupérer, la doc du SDK Python, les annonces d'OpenAI sur AgentKit, la doc chatkit.js aussi, ça a l'air assez prometteur. On va essayer de se concentrer sur deux concepts clés, les actions et les widgets. Ok. Notre objectif, du coup, c'est de comprendre comment ces deux briques, elles s'assemblent pour créer des expériences de chat qui soient personnalisables, interactives et, surtout, bien connectées à la logique des agents IA. D'accord. Et on va aussi essayer de voir où se place ChatKit dans ce nouvel écosystème AgentKit d'OpenAI qui a été lancé tout début octobre 2025. Il s'appuie d'ailleurs sur une autre nouveauté, l'API Responses. Parfait. Bon alors, pour bien poser les bases, ChatKit, c'est quoi fondamentalement? Les annonces parlent d'un toolkit, une boîte à Hein? outils pour les développeurs, c'est ça? C'est une bonne façon de le voir, oui. ChatKit, c'est un framework à la fois front-end et back-end qui est conçu pour intégrer ces expériences de chat avancées directement dans des applications web existantes. Ok. L'objectif affiché, c'est vraiment de simplifier radicalement le développement de ces interfaces, qui peuvent vite devenir complexes. Simplifier comment? C'est quoi les fonctionnalités clés qui aident à ça? J'ai vu une liste assez longue dans la doc. Ouais, il y a pas mal de choses. Bon, déjà, il y a la personnalisation de l'interface utilisateur, pour que ça colle bien à l'application dans laquelle on l'intègre. Mais au-delà de ça, il y a des points assez différenciants. Comme quoi, par exemple? Le streaming des réponses, c'est géré nativement. Et ça, c'est hyper important pour avoir une conversation qui semble naturelle. On n'attend pas un gros bloc de texte d'un coup, quoi. Ah oui, ça change tout cette impression de dialogue en temps réel. Absolument. Et ensuite, ChatKit, il facilite aussi l'intégration des outils et des workflows que l'agent utilise. On peut même, si on veut, visualiser certaines étapes du raisonnement de l'agent. Intéressant ça. Et le cœur du système, ce sont ces fameux widgets. C'est des composants interactifs riches, on parle de boutons, de formulaires, de graphiques simples, etc., qui sont affichés directement dans le fil de la conversation. Ok. Il gère aussi les pièces jointes, les fils de discussion, les threads, et même des choses plus fines comme l'annotation des sources, ce qui est pas mal pour la transparence. Donc c'est bien plus qu'une simple build de chat en fait. Et ça s'intègre comment dans la stratégie globale d'AgentKit, de PNAI? Alors, AgentKit, qui est sorti le 6 octobre 2025, c'est une suite d'outils pour aider à créer et déployer des agents IA. Dedans, on trouve Agent Builder, un outil visuel pour créer les workflows, un connecteur registry pour les sources de données et les outils externes, D'accord. et donc ChatKit qui s'occupe de la partie interface utilisateur. Et tout ça, ça repose sur la nouvelle API Responses qui est sortie, elle, en mars 2025 et qui est vraiment pensée pour ces interactions avec les agents. Donc, concrètement, pour un développeur, le gros avantage, c'est surtout de gagner du temps et d'avoir moins de complexité à gérer sur le front-end. C'est l'idée principale, oui. Moins de code passe-partout, le boilerplate, comme on dit, pour l'interface de chat. Ça libère du temps pour se concentrer sur la vraie logique métier de l'agent. Mhm. L'annonce cite l'exemple de Canva. Apparemment, ils auraient économisé plus de 2 semaines de développement sur un agent de support client grâce à ChatKit. C'est quand même pas négligeable. Ah oui, effectivement, bon, ça pose bien le contexte. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail avec le premier concept, Feuquet, les actions. Si j'ai bien compris le SDK Python Feuquet, leur but principal, c'est de permettre au back-end de réagir à une interaction de l'utilisateur sur l'interface, sans que l'utilisateur ait besoin d'envoyer un nouveau message texte. C'est ça? C'est tout à fait ça. Une action, en gros, c'est un message structuré. Il est envoyé depuis l'interface Feuquet vers le serveur, ou parfois il est géré côté client directement, pour déclencher une logique spécifique. Et cette logique, ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses. Lancer une nouvelle passe du modèle d'IA, mettre à jour une base de données, appeler une API externe, ou même juste mettre à jour l'interface utilisateur elle-même. Ok. Et comment on déclenche ça concrètement? J'ai vu des exemples de code Python qui utilisent une action config dans la définition des widgets. C'est la méthode la plus courante, oui. On associe une action config à un point d'interaction sur un widget. Par exemple, un button peut avoir une propriété onClickAction. D'accord. Et cette action config, elle contient au minimum un type,
C'est une chaîne de caractères qui identifie l'action, genre confirmer commande ou afficher détail. Et puis, optionnellement, un payload. Ça, c'est un objet JSON avec des données contextuelles, comme l'ID de l'élément concerné, par exemple. Peut confirm order, payload, order ID 456. Si l'utilisateur clique dessus, ça envoie l'info confirm order avec l'ID 456 au back-end. Exactement. Le serveur reçoit cette action structurée et il exécute la logique qui correspond. Ensuite, il peut renvoyer une mise à jour du widget. Par exemple, le bouton pourrait devenir grisé avec un message de confirmation, ou il peut même générer une toute nouvelle réponse de l'agent. Hmm. Il y a aussi une fonction Send Action côté JavaScript, qui permet de déclencher une action programmatiquement depuis le front-end. C'est utile si on veut intégrer ChatKit avec d'autres éléments de l'interface qui ne sont pas gérés par ChatKit. D'accord, intéressant. Et la gestion de ces actions, ça se passe comment? C'est le serveur qui s'en occupe par défaut? Oui, le comportement par défaut, c'est que l'action est traitée côté serveur. Le développeur doit implémenter une méthode spécifique, qui s'appelle action, dans sa classe qui hérite de ChatKit Server. Ok. Et cette méthode, elle reçoit l'objet action, donc le type, le payload, mais aussi tout le contexte de la conversation et de la requête en cours. Et la logique typique dans cette méthode serveur, ce serait quoi? On vérifie le type de l'action, on exécute le code métier qui correspond, genre interroger une API, modifier une base de données. C'est ça. Mhm. Éventuellement, on peut informer le modèle de ce qui vient de se passer via un hidden context item, puis on peut relancer une génération de réponses. C'est un peu ça le flow? C'est un flux très classique, oui. Le Hidden Context Item, c'est assez malin. Ça ajoute une information dans le fil de discussion qui est transmise au modèle pour les prochaines étapes de raisonnement, mais qui n'est pas visible par l'utilisateur final. Ah, c'est une sorte de mémoire interne pour l'agent sur les interactions passées. Exactement. Ça lui donne le contexte de ce que l'utilisateur a fait via les widgets. Et la doc insistait pas mal sur la sécurité à ce niveau-là. J'imagine qu'il faut faire gaffe. Ah oui, c'est absolument fondamental. Toutes les données, le type et surtout le payload qui viennent du client via une action, il faut les considérer comme non fiables par défaut. Ok. Il faut impérativement valider, nettoyer ces données côté serveur avant de les utiliser. C'est la base pour éviter les injections ou les manipulations malveillantes. Faut jamais faire confiance aveuglement à ce qui arrive du client. C'est possible. Il suffit de spécifier handler client dans l'action config. À ce moment-là, l'action n'est pas envoyée au serveur, elle est interceptée par une fonction callback JavaScript, une fonction qu'on appelle onAction, qu'on doit fournir quand on initialise ChatKit côté client. Et ça peut servir à quoi concrètement? Des validations rapides, des effets purement visuels sur l'interface? C'est exactement pour ça. C'est idéal pour des interactions qui n'ont pas besoin d'accéder à des données ou à de la logique qui se trouve sur le back-end. Par exemple, valider un champ de formulaire localement, afficher ou masquer une partie de l'interface. Vers le serveur en utilisant la fonction SendAction. Ça donne pas mal de flexibilité pour choisir où on met la logique. D'accord. La doc parlait aussi d'actions fortement typées. C'est quoi l'avantage là? C'est juste pour faire plus propre dans le code ou il y a un vrai gain? Il y a un vrai gain, double même. Ça facilite le développement et ça améliore la robustesse. L'idée, c'est de définir la structure attendue du payload d'une action en utilisant Pydantic, qui est une bibliothèque Python très populaire pour la validation de données. Ah oui, je connais Pydantic. Eh bien, en faisant ça, côté serveur, quand on crée l'action config, on bénéficie de l'autocomplétion et de la vérification de type. Donc, ça évite les erreurs BAT, genre une faute de frappe dans le nom d'une clé du payload. Et ça garantit que les données qu'on prépare pour l'action correspondent bien à ce que le gestionnaire d'action va attendre. Précisément. Et de l'autre côté, quand le serveur reçoit l'action, il peut utiliser ce même modèle Pydantic pour valider et parser automatiquement le payload reçu. Si les données ne correspondent pas au format attendu, hop, une erreur est levée tout de suite. Ça rend le code beaucoup plus sûr et plus facile à débugger. Ok, je vois. C'est un vrai plus en termes de sécurité et de maintenabilité, c'est sûr. Un dernier point sur les actions, les états de chargement, les loading states. J'imagine que c'est pour montrer à l'utilisateur que le système est en train de bosser après un clic. Oui, c'est un point clé pour l'expérience utilisateur, surtout avec des interfaces asynchrones comme ça. La propriété actionconfig.loadingBehavior, ça permet de contrôler comment le widget réagit visuellement pendant que l'action associée est en cours de traitement. Et il y a plusieurs options, j'ai vu auto, self, container, none. C'est ça. Auto, c'est le défaut et il essaie d'être intelligent en fonction du type de widget. Self, ça veut dire que seul le widget sur lequel on a cliqué montre un indicateur de chargement. Ok. Container, là, c'est tout le conteneur parent du widget qui devient inerte, souvent un peu grisé pendant le traitement. Et none,
pas d'indicateur du tout. Et le mode auto, il a l'air assez bien fichu, non? Un bouton en passant stealth, un menu déroulant select en on parce que souvent le changement est immédiat ou géré côté client, et la confirmation d'une carte qui peut impliquer plus de logique passe en container. Oui, il couvre les cas les plus courants, mais on peut toujours le forcer. Par exemple, si on sait qu'une action va être longue, c'est une bonne pratique de mettre Loading Behavior égale Container sur le bouton. Ça évite que l'utilisateur clique partout pendant que ça mouline. Compris. Bon, on a une bonne vision des actions maintenant. Passons à leur contrepartie visible, les widgets. Donc ça, ce sont les éléments d'interface graphique qu'on voit apparaître dans la conversation. Exactement. Ce sont les briques visuelles et interactives. Du texte formaté, des images, des boutons, des formulaires, des listes, ce genre de choses. La doc fournit une référence complète d'ailleurs, qui est générée directement depuis le code Python chatkit.widget. Et ils ont tous des propriétés communes, comme un ID, une key, un type. Oui, ça c'est la base pour tous les composants. L'idée est unique, la key aide à optimiser les mises à jour de l'interface, et le type dit de quel widget il s'agit. Et la collection a l'air assez fournie. J'ai vu des noms comme button, card, form, text, input, select, list view, chart, markdown. Ça ouvre quand même pas mal de possibilités par rapport à une simple sortie texte. Ah oui, la palette est large. Ça couvre plusieurs besoins. Afficher du contenu, texte, markdown, image, structurer l'information, card, box, row, call, permettre une interaction simple, button, input, select, checkbox, date picker, radio group, et même des composants un peu plus complexes pour visualiser des données, list view, chart. Ce qui m'intrigue particulièrement, c'est comment fonctionnent les formulaires avec le widget form. Comment les données sont collectées et envoyées. Alors, le widget form, il agit comme un conteneur un peu spécial. Les champs interactifs qu'on met dedans, comme un input, un select, une checkbox, doivent avoir un attribut name. D'accord, le name. Et quand le formulaire est soumis, soit parce qu'on a cliqué sur un bouton enfant qui a submit égale true, soit via une onSubmit action définie sur le form lui-même, ChatKit va automatiquement récupérer les valeurs de tous les champs qui ont un name. Et il les regroupe dans le payload de l'action qui est déclenchée. Ah, d'accord. Et le name du champ devient la clé dans l'objet payload. Donc, si j'ai un select avec name égale user role, la valeur sélectionnée sera accessible via action.payload.userRole côté serveur. On peut même faire des noms imbriqués avec des points genre input name égale adresse.street. Tout à fait. Ça permet de bien structurer les données qui viennent du formulaire. Il y a un exemple dans la doc qui montre comment éditer une tâche to-do. Il y a un form avec des champs éditables, texte, avec editable props name, et un bouton de soumission. Et le code serveur récupère ensuite le titre et la description directement depuis action.payload. C'est assez élégant comme système. Et la validation de ces formulaires, ça se passe comment? ChatKit intègre une validation de base. On peut marquer des champs comme required, obligatoire, ou leur appliquer une expression régulière avec l'attribut pattern. Si ces règles de base ne sont pas respectées côté client, la soumission du formulaire est bloquée, il n'y a même pas d'appel au serveur. Ok, validation front-end basique. Oui. Par contre, la doc précise bien que, pour des logiques de validation très complexes, qui dépendraient de plusieurs champs à la fois ou qui nécessiteraient des appels externes, cette validation native peut être un peu limitée. Et dans ce cas, on fait comment? Le pattern recommandé, c'est d'utiliser une action avec handler client. Cette action côté client pourrait par exemple ouvrir une fenêtre modale ou une autre interface, avec un formulaire HTML/JS standard plus complexe. Là, on pourrait gérer la validation avancée comme on veut, et une fois que tout est bon, on renverserait les données validées au serveur via SendAction. C'est une bonne solution de contournement pour les cas plus pointus. J'ai aussi noté qu'un carte pouvait se comporter comme un formulaire. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est une option pratique. En ajoutant asForm égale true à un widget card, il va se comporter un peu comme un form, c'est-à-dire qu'il va agréger les valeurs des champs nommés qu'il contient et il les inclura dans le payload de son action de confirmation, s'il en a une, via confirm.action. Et il fera aussi la validation de base, required pattern. Pratique pour intégrer un petit formulaire simple directement dans une carte sans avoir à imbriquer un widget form dedans. Exactement. Et une dernière mise en garde de la doc sur les formulaires, attention aux collisions de noms dans le payload. Ah, c'est-à-dire?
Si un champ de formulaire a un name qui est identique à une clé qui existe déjà dans le payload de l'action, par exemple un ID qu'on aurait passé dans long submit action, la valeur qui vient du formulaire sera ignorée. Oups. Oui, et un événement d'erreur sera émis côté client. C'est un point important à vérifier quand on nomme ces champs pour éviter les mauvaises surprises. C'est considéré un peu comme un bug potentiel d'ailleurs. Bien noté. Donc, si on résume cette partie actions et widgets, les widgets fournissent l'interface visuelle et interactive, ils capturent les entrées d'utilisateurs. Les actions, c'est le mécanisme qui transporte ces intentions vers le back-end, ou parfois reste côté front-end, pour déclencher la logique métier. Et cette logique peut ensuite mettre à jour les widgets en retour. On a une boucle d'interaction complète. C'est exactement ça. C'est vraiment cette synergie entre les actions et les widgets qui permettent de créer des expériences conversationnelles qui sont dynamiques, qui vont au-delà du simple échange de texte. D'accord. Maintenant, si on prend un peu de hauteur pour voir comment tout ça s'imbrique dans l'écosystème plus large. On a parlé d'AgentKit, des API, mais le SDK Python de ChatKit Python lui-même, il est structuré comment? Quelle est sa philosophie? Alors le SDK ChatKit Python, qui est sur GitHub, sous licence Apache 2.0, et dont la version V1 est sortie début octobre 2025, il fournit les outils côté serveur pour construire une application ChatKit. Plutôt que de passer en revue chaque module et chaque classe, ce qui serait un peu long, on peut peut-être se concentrer sur les grandes responsabilités qu'il couvre. Oh oui, bonne idée. Quels sont les concepts clés à retenir de ce SDK? Bon, premièrement, il y a toute la gestion de l'état de la conversation et de sa persistance. Le SDK définit des interfaces abstraites, store pour les threads et les messages, attachment de store pour les fichiers joints, que le développeur doit implémenter. Garder et charger les données, par exemple dans une base de données. Exactement, le SDK dit quoi stocker, mais pas comment le stocker. C'est la base, la mémoire de la conversation. Deuxièmement, il y a le cœur logique, la classe de base ChatKit Server. C'est là que le développeur va implémenter les méthodes cruciales. Lesquels? Response, qui définit comment répondre à un message texte de l'utilisateur. Action, on en a parlé, c'est comment réagir aux interactions avec les widgets. Et il y a aussi Add Feedback, pour gérer les retours utilisateurs, genre pouce levé baissé. C'est un peu le cerveau de l'application côté serveur. Logique. Et comment ce SDK Python interagit avec l'écosystème agent d'OpenAI? J'ai vu une mention de Thread Item Converter quelque part. Ouais, ça c'est un point important pour l'intégration. Si on utilise le SDK Agents d'OpenAI, celui qui sert à orchestrer des workflows d'agents complexes, eh bien, le Thread Item Converter, c'est une classe utilitaire. Son rôle, c'est d'aider à traduire les éléments qui se trouvent dans un Thread ChatKit, les widgets, les pièces jointes, le contexte caché, en un format que le SDK Agents peut comprendre. Pour pouvoir passer ces infos au modèle LLM. C'est ça, pour que l'agent soit conscient de ce qui est affiché à l'écran ou des fichiers qui ont été partagés. Certains éléments, comme les widgets, ont une conversion par défaut. Ils deviennent une description textuelle, plus du JSON. Mais pour d'autres, comme les pièces jointes, le développeur doit fournir une logique de conversion personnalisée. Je vois. C'est le pont entre l'interface ChatKit et le moteur de l'agent derrière. Et pour finir sur le SDK Python, il y a aussi des modules pour gérer les erreurs et les types de données. Oui, rapidement. Il y a un module Errors qui définit des erreurs structurées, notamment pour le streaming. Ça permet une gestion assez fine côté client. Est-ce qu'on peut réessayer? Faut-il afficher un message particulier, etc. Et il y a un module Types qui est très très riche. Il définit précisément toutes les structures de données qui sont échangées. Les requêtes, les événements, les différents types d'items dans un thread, tous les widgets, les actions. C'est le contrat de données qui garantit que le client et le serveur parlent bien la même langue. Parfait. Ça donne une bonne vue d'ensemble de l'architecture du SDK Python sans se perdre dans tous les détails. Pour revenir à l'écosystème global, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est ce SDK Agents d'OpenAI qui est mentionné dans les annonces? Oui. Le SDK Agents, il est présenté comme une boîte à outils open source pour construire et orchestrer des workflows qui peuvent impliquer plusieurs étapes ou même plusieurs agents spécialisés qui collaborent. D'accord. Ces concepts clés, ce sont les agents, des LLM qu'on peut configurer avec des instructions spécifiques et des outils, les transferts, les handoffs pour passer la main intelligemment entre différents agents ou outils, les garde-fous, les guardrails pour la sécurité, le contrôle des coûts, s'assurer qu'on respecte certaines règles, et aussi des outils de traçage et d'observabilité pour suivre ce qui se passe à l'intérieur. Et ça fonctionne sur quelle base technique? Il est conçu pour s'appuyer principalement sur la nouvelle API Responses, mais il reste compatible avec l'ancienne API Chat Completions et potentiellement avec d'autres modèles si leur API ressemble. Il est dispo en Python et une version Node.js est prévue.
L'idée, c'est vraiment de fournir un cadre solide pour bâtir des applications agentiques plus complexes et plus robustes. Il cite Coinbase et Box comme premiers utilisateurs. Et cette fameuse API Responsive, alors, celle qui est sortie en mars 2025, c'est quoi son rôle exact? Pourquoi ils ont créé une nouvelle API? L'API Responsive, c'est la nouvelle pièce maîtresse d'OpenAI pour tout ce qui est interaction avec des agents. Elle essaie de combiner le meilleur des deux mondes d'avant, la simplicité d'utilisation de l'API Chat Completions et la puissance de l'utilisation d'outils, le Tool Use, qui était la force de l'ancienne API Assistance. Ah, d'accord. Elle intègre nativement des outils assez courants, comme la recherche web, la recherche dans les fichiers qu'on lui fournit, et même un outil un peu fou qui s'appelle Computer Use pour interagir avec un environnement de bureau virtuel. Et elle va remplacer complètement l'API Assistance à terme, hein? C'est le plan qui a été annoncé par OpenAI, oui. L'API Response est censée intégrer progressivement toutes les fonctionnalités de l'API assistante, la gestion des threads persistants, la gestion des assistants en tant qu'objets configurables, l'interpréteur de code. Une fois qu'elle sera aussi complète, l'API assistante sera dépréciée. Il parle de mi-2026 à peu près. Donc oui, l'API Response, c'est clairement l'avenir pour construire avec les modèles d'OpenAI. Très clair. Donc si on récapitule l'ensemble, on a l'API Responses qui est le moteur de base pour faire tourner les agents. On a le SDK Agents qui fournit un cadre pour orchestrer des workflows d'agents complexes qui utilisent cette API. Et ChatKit, lui, il fournit la couche d'interface utilisateur riche et interactive pour qu'on puisse dialoguer avec ces agents. C'est une excellente façon de résumer comment les pièces s'emboîtent. ChatKit, avec ses actions et ses widgets, c'est vraiment l'outil qui permet de rendre concrète l'interaction avec ses agents plus avancés. Ça permet d'aller bien au-delà d'une simple fenêtre de texte. Et ça vise à rendre la création de ces interfaces moins pénible et plus intégrée à la logique de l'agent lui-même. Ça ouvre des perspectives assez fascinantes, c'est sûr. Et justement, pour terminer, la petite question qui fait réfléchir, on a vu que ChatKit permet d'afficher des widgets interactifs, qui sont prédéfinis, dans le chat. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller encore plus loin? Ah, c'est une question passionnante ça. Ça touche vraiment au futur des interfaces conversationnelles. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'IA ne se contente pas juste de remplir des widgets qui existent déjà, mais qu'elle génère dynamiquement des composants d'interface sur mesure? Des composants qui seraient parfaitement adaptés au contexte précis de la conversation, et même à son propre processus de raisonnement. Attends, tu veux dire que l'interface elle-même deviendrait une partie de la réponse générée par l'IA? Plus juste un contenant, mais une sorte de mini-application contextuelle créée à la volée? Exactement ça. Imagine un agent de voyage. Au lieu de juste lister des options de vol et d'hôtel, il pourrait générer une petite carte interactive avec les options pertinentes affichées dessus, ou un agent d'analyse de données qui, pour illustrer son propos, créerait un graphique spécifique, pile celui qu'il faut, là, maintenant. Ça rendrait l'interaction encore plus fluide, plus directe, plus efficace. Quelles seraient les implications d'une telle fusion entre le contenu et le contenant interactif? Ça a l'air hyper puissant, mais ça soulève aussi plein de questions, non? Les implications sont énormes, oui. D'un côté, ça pourrait mener à des interactions homme-machine incroyablement adaptatives, presque intuitives. Mais d'un autre côté, ça pose des défis complexes. En termes de design, comment on assure la cohérence, l'utilisabilité de ces interfaces générées. Hmm. Des défis de sécurité aussi. Comment on empêche une IA de générer une interface malveillante. Et des défis de contrôle. Comment on garde la maîtrise sur ce qui est finalement présenté à l'utilisateur. C'est sans doute une des prochaines grandes frontières à explorer pour l'IA conversationnelle. Un sujet passionnant, à suivre de très près. Et c'est sur cette note prospective qu'on va terminer notre exploration de ChatKit, de ses actions et de ses widgets. Merci de nous avoir suivis dans cette discussion.